Souris pendant 3 ans et le conduit à représenter la Belgique au concours Eurovision de 64 où il se classe 9e, sans pour autant confirmer par la suite les espoirs que l'on plaçait en lui. Restons dans les années 60, chanteur à texte, chanteur engagé, peintre, comédien, Paul Lucas anime depuis 1 an le Centre de la chanson et de l'animation spectacle de la communauté française, organisme public qui a son siège à Charleroi. Voilà pour la génération des quinquagénaires. Originaire de Verviers, Pierre Rapsat fait de ses 20 ans de carrière, 20 ans de défense opiniâtre de son identité de rocker francophone. Premier succès, premier contrat après 10 ans de galère en 1973. Tu mens du top du vent New York, toi le progrès tu bluffes. Pourri gonflé comme un crapaud New York, morné comme un bœuf. Durand, Perron, Jean 20, tu n'es pas Xanadu, mais une ville araignée. Voilà, Pierre Rapsat, qui est à son 14e album aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vit aujourd'hui de son métier de musicien. Avec nous ce soir, Claude Delacroix, presse et puis une carrière de bourlingueur de la chanson. Pierre Rapsat, quelqu'un qui vit depuis 20 ans de son métier d'auteur, compositeur, interprète. Il nous l'a dit tout à l'heure, 20 ans de carrière, 10 ans de galère, un premier succès en 1973. Claude Delacroix, vous êtes quelqu'un qui dit « la concession et moi, ça fait 2 ». J'ai dit ça, moi? Oui. Non, je pense que c'est un métier où il faut... Ça dépend ce qu'on veut, voilà. Il y a des gens qui veulent devenir des vedettes. Il y a des gens qui ont envie de s'exprimer. Il y a des gens qui peuvent s'exprimer en devenant un jour, si le public le décide, des vedettes. Moi, au départ, j'ai commencé parce que j'étais compositeur, je me suis rendu compte que j'avais la chance de pouvoir écrire des chansons. Et j'étais au départ un musicien qui travaillait avec différents groupes et qui composait. Et puis, comme les groupes se séparaient après 1 an et demi, je suis devenu un compositeur qui chantait pour s'en sortir. Petit à petit, je suis devenu un chanteur qui compose. Et à travers tout ça, j'ai toujours essayé de garder, disons, le bon équilibre, à savoir, oui, j'avais envie de séduire, de rencontrer un public, d'être écouté. Je pense que c'est le but de tout artiste. Envie de rencontrer l'autre, s'exprimer c'est bien, mais pouvoir toucher l'autre du doigt, comme l'affiche d'E.T., ça brille, c'est encore mieux. Partager ce plaisir-là, mais pas à n'importe quel prix. Donc, il y a des gens qui, pour réussir dans ce métier, sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont incapables de faire n'importe quoi. Moi, c'est pas compliqué, je n'ai aucun mérite à cela parce que je suis incapable de convaincre quelqu'un si je ne suis pas convaincu moi-même. Je m'en suis rendu compte très tôt. On a essayé à une certaine époque de me faire chanter certaines choses, de changer certains arrangements, de changer le look, etc. Je crois que j'aurais été ridicule, j'aurais été une marionnette et le public l'aurait senti. Le seul moment où je peux être convaincant, c'est quand vraiment je crois très fort en ce que je fais, en ce que je dis. Ça ne veut pas dire pour ça que ce que je fais ou je dis est intéressant, mais j'y crois au moins. Quand vous dites on essaie de faire n'importe quoi. Donc c'est le bon équilibre. Ça veut dire faire n'importe quoi, c'est pour exister plus. C'est pour qui vous demande de faire n'importe quoi? Bon, ça peut arriver que vous rencontrez dans certaines maisons de disques ou certains producteurs qui vous conseillent, tu sais, Coco, si tu veux que ça marche mieux, il faudra peut-être que tu fasses ceci comme ça ou ceci comme cela. Je crois qu'on a tous rencontré ça peut-être à un moment donné de notre carrière. Et comme disait Salvatore, c'est difficile de dire non, mais il faut savoir dire non. Ça m'est arrivé au tout début, je dois dire. Je ne veux pas accaparer et monopoliser le... On va aller de l'autre côté. Ouais. Non, mais ça m'est arrivé à mon premier disque, en fait. Parce que je vais peut-être anticiper sur le débat, mais la question est précise, donc j'essaye d'y répondre. Quand j'ai enregistré mon premier disque, alors que j'avais gagné un concours en chantant en français, un producteur m'a entendu en radio et m'a dit « Je vous ai entendu, vous m'intéressez, on va enregistrer. » Ah, chouette, j'ai dit « Vous aimez bien ma chanson ?»« Non, j'en veux une autre. » Ah bon, une autre? Oui, en italien. Parce qu'à l'époque, c'était... Il y avait Rocco Granata qui était à la mode, Marina, et paraît-il, j'avais une voix qui ressemblait un peu à la sienne. Alors c'est la seule concession que j'ai faite, concession entre guillemets. J'ai composé 2 chansons en italien pour ne pas perdre l'occasion d'enregistrer. Et comme il y a un juste retour des choses, j'en ai vendu 534 aux membres de ma famille. C'est ça. Paul Lucas. C'est d'avoir un bon manager, une bonne maison de disques et un bon éditeur. Faut pas dire que c'est tous des ripoux, c'est pas vrai. Oui. Et la plupart des carrières qui se passent bien, c'est parce que ces gens ont une bonne maison de disques, un bon manager, un bon éditeur. Mais pour réunir une bonne équipe, c'est extrêmement difficile. Les gens qui ont du talent, c'est quelque chose de rare. Et les bons managers, les bonnes maisons de disques et les bons éditeurs sont rares aussi. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous bons. Et parfois, on fait notre petite traversée du désert, on fait des mauvaises signatures, comme dans n'importe quelle profession. Et un jour, on rencontre enfin le bon complice, le gars avec qui on peut avoir un échange, qui a la bonne vision de ce que vous êtes, et vous permettre d'aller plus loin. Parce qu'en fait, les gens, quand ils travaillent bien autour de vous, vous permettent d'aller plus loin.
Donc, une fois que ça explose, effectivement, il y a beaucoup de candidats. C'est une bonne école de la vie, ce métier. Il faut essayer d'apprendre à discerner les gens, essayer de faire avoir un peu de psychologie, essayer de sentir les gens. On peut parfois se tromper, mais qui ne s'est pas trompé dans la vie. Mais il ne faut pas non plus, disons, se repaître d'une image du show business où ils sont tous des mauvais, les managers sont des pourris, les éditeurs c'est des requins, etc. Et on a un contrat avec une maison de disques. C'est quoi un contrat avec une maison de disques? Parce que nous parlons de contrat, nous ne savons pas, nous, profanes, ce qu'implique un contrat. Ça veut dire que vous appartenez à une écurie Ça ne veut rien dire un contrat. On appartient... Bon, il y a plusieurs contrats d'artistes, enfin si je peux me permettre là, je ne sais pas... Oui, voyons, il y a le contrat d'artiste, disons, le contrat d'artiste, qu'on espère avoir tous au début. Vous signez avec une maison de disques qui vous paye vos frais d'enregistrement, moyennant quoi vous avez une exclusivité vis-à-vis de cette maison pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tout cela se négocie. Donc, par exemple, un contrat type, un contrat pour 6 ans, et vous enregistrez 2 ou 3 albums. Et la maison de disques s'engage à vous payer tous les frais d'enregistrement, qui peuvent, je sais pas, un album moyen, ça va entre 2 et 4 millions, et s'occupe également de la fabrication et de la promotion. Est-ce que c'est pas vous, Pierre Absat, qui aviez signé un contrat avec une maison de disques, on ne la cite pas, c'est pas important, c'est pas l'essentiel, qui ne sortait pas votre production? Ça m'est arrivé une fois un disque qui n'est pas vraiment sorti. Non, mais ce qui m'est arrivé, c'est de signer une fois avec un bandit, quoi. Bon, j'ai fait 13 ou 14 albums. Je suis tombé une fois sur un bandit. Quoi, on va pas en faire un fromage. Non, on va pas le citer, mais non, mais ça arrive au début là. Ça voilà, mais tout au début, effectivement, c'est très mauvais. Pourquoi un bandit? Parce qu'il ne payait pas vraiment ses royalties, c'est-à-dire les droits quand je prends un disque, j'ai droit à un certain pourcentage. Il n'avait pas payé les droits mécaniques, c'est-à-dire chaque fois qu'on presse un disque, il y a un pourcentage pour les droits d'auteur. Bon, ça fait beaucoup de choses qu'il ne payait pas. Les disques étaient souvent manquants en magasin. Le gars qui l'avait engagé pour la promo, il ne payait pas non plus. Bon, ça tombait à un très mauvais moment en plus pour moi, parce que c'était un moment important de ma carrière. Enfin, c'est des choses qui arrivent, on a tous connu ça. On a un peu fait le tour des concours, et j'ai oublié de dire, Paul Lucas, que vous aviez... Aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un problème se faire connaître. Se faire connaître. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est le piège dans lequel on peut tomber, c'est qu'on attaque, par exemple, une radio ou un certain type de radio. Je pense que s'il y a des problèmes dans la profession aujourd'hui, il faut les voir dans leur ensemble. Je veux dire que le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, je pense honnêtement, sincèrement, et sans vouloir en faire des kilos, que une communauté, un pays, s'il veut exister au jour d'aujourd'hui, il doit s'exprimer. Et la Belgique, imaginons la Belgique sans Abrel, sans Hergé, imaginons le Canada sans Fabienne Thibault, sans Charlebois, sans Félix Leclerc. On ne saurait pas qu'au Québec, en Amérique, il y a une petite enclave où 6 millions de francophones s'expriment. C'est à travers leurs artistes qu'ils ont été connus, qu'ils se sont fait connaître, que ce pays existe. En Belgique, interrogez n'importe qui dans la rue, tout le monde connaît le Québec. Je dirais même que dans certaines régions de France, on connaît mieux le Québec que la Belgique. Donc, je pense que le rôle de l'artiste aujourd'hui, quand même, dans l'Europe de demain, c'est important que l'on existe à travers tout ça. Et là, on commence à parler tout doucement de radio, puisqu'on parle de quotas maintenant en France, qui vient de voter une loi, je pense qu'il y a un quota de 40%. C'est vrai qu'en Belgique, il y a matière à discussion. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter uniquement sur les quotas radio. Je pense que ça fait un tout, parce que si on prend l'exemple du Québec, c'est une volonté du gouvernement aussi de promotionner et d'aider leurs artistes, dans une situation différente, de les faire connaître. Il y a un public qui est là, ça fait partie de la tradition, mais il y a les médias aussi qui sont très friands, très gourmands, très attentifs à tout ce qui se passe chez eux. Entièrement d'accord. Partons d'exemples concrets et partons des exemples de chacun. Salvatore Adamo, vous habitiez à 2 pas. Le paysage a complètement changé. C'est vrai que ce qui était dans les années 60 une industrie naissante est devenue une énorme industrie au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte comme opérations de marketing et compagnie. Les investissements sont énormes. Clips, albums, promos, producteurs de prestige et patati. Ça coûte combien de faire un album, par exemple, le prix moyen d'un album, c'est dans les 3 millions. Mais ça peut aller beaucoup plus haut et ça peut aller plus bas. Il y a toujours moyen de faire un bon album pour 1 million, il y a moyen de faire un album génial avec 10 millions, et de faire une grosse merde aussi avec 10 millions. Tout dépend comment on emploie les Alors, est-ce que le chanteur... Mais le coût du studio, etc., maintenant les tarifs sont tels qu'on dépasse très vite les billes. Pour vous, que vous définissez que je définis comme un artisan, puisque vous faites directement parfois du producteur au consommateur, vous produisez vous-même certains producteurs de quelques-uns de mes albums, albums, c'est quand même une mise de fonds importante, c'est un gros risque. Oui, c'est un risque, oui.
C'est un risque. De toute façon, l'artiste est toujours perdant dans ce système actuel, parce que c'est les mêmes qui signent l'artiste, qui fabriquent l'artiste, si on peut dire, qui fabriquent les disques, qui vendent les supports pour écouter l'artiste, donc les radios, les lecteurs de cassettes, les lecteurs de CD. Et si jamais vous ne voulez pas de l'artiste, de toute façon, ils vous vendent des systèmes pour pirater l'artiste. Donc eux, ils sont gagnants sur tous les tableaux. Alors, je veux dire, quand on assiste parfois à des changements de direction dans les multinationales, parce qu'ils se restructurent complètement, que tous ces changements peuvent parfois prendre 1 an, 2 ans, et qu'on n'a pas envie forcément d'être sur une liste d'attente, et qu'on a envie d'exprimer quelque chose. Et il y a aussi la solution, et là on y vient, de se produire soi-même. Je pense que Salvatore à une époque l'a fait aussi, c'est-à-dire qu'on paye notre enregistrement nous-mêmes, on prend le risque nous-mêmes, et on le fait distribuer et promotionner par la maison de disques. Ce qui permet parfois d'éviter de longues attentes, n'est-ce pas, et qu'on prend ses décisions soi-même. Maintenant, c'est un... Quand tu changes de firme de disque, il faut racheter ses propres titres et qu'on est coincé pendant des années. Mais c'est un risque, c'est un risque. C'est un risque, effectivement. Mais je pense que de toute façon, c'est un métier à risque et que parfois on se dit, bon, s'il ne bouge pas en face de moi, c'est à moi à bouger, quoi. C'est un risque, mais c'est aussi un gage de liberté. Voilà, exactement. C'est la liberté, quoi. C'est de se dire, je fais ce que je veux, comme je veux, et j'ai de compte à rendre à personne, sauf au public. Je crois qu'on peut aussi, quand on signe avec une firme de disques, je crois aussi qu'on peut faire un choix là. TVA sur les voitures, on est parti. C'est pas vrai, parce que l'artistique, c'est la culture. On parle de la culture. Tout doucement sombrer dans les vagues d'un certain populisme qui est de très mauvaise adresse. On ne peut pas comparer les voitures et la culture. Je pense que vous ne comprenez pas exactement l'enjeu. J'essaie d'entendre. L'enjeu. Je suis désolé, quand je reprends l'exemple du Québec, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un bon exemple. Mais au Québec, le disque, il coûte 15 $, ça fait 300 francs belges. Quand la FNAC a décidé de supprimer la TVA pendant 1 mois sur le disque, on a pu constater qu'effectivement, les ventes ont fortement augmenté. C'est une folie, en pleine période de crise, d'aller vendre des disques à 770 francs belges. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des billets de concert qui se vendent à 1200 francs. Alors forcément, les gens ils peuvent plus suivre parce qu'on parle de la Flandre, mais il y a déjà 30%. Moi j'ai l'impression que nous arrivons en fin de débat avec une contradiction évidente. Vous nous disiez tous la bouche en cœur, être artiste, c'est un choix de carrière. La RTB et RTL sont en train de faire dans leur culotte si la publicité TF1 s'installe en Belgique. Pourquoi ? Parce que vous voulez continuer à avoir votre emploi, à vous exprimer et que la RTB et RTL doivent exister. Je suis à 200%. Là, on peut vous pas uniquement. Eh bien, les artistes, c'est exactement pareil. Ce que vous comprenez de votre côté, vous devez le comprendre au niveau des artistes. C'est logique. Non, mais je voulais vous dire, Pierre Absat, qu'on a dit au départ, nous partons tous vers cette carrière d'aventure, nous voulons, et puis maintenant on est au stade, on dit, mais attention, il faut qu'on assiste. Mais est-ce que c'est ça la règle du marché? Non, moi, j'ai pas dit c'est ça la règle du marché. On assiste à la création, pas l'artiste. Moi, j'ai des propositions à faire. Si je peux intervenir, et je ne voudrais pas m'opposer au meneur de débat, qui est mon ami Christian, mais effectivement, la matière artistique, la matière culturelle, comme un disque, comme un livre, comme une toile, ça n'est pas la même chose qu'une voiture, que